627e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Triste anniversaire aujourd'hui, c'est l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une partie de la ville de Beyrouth. Je sais que le Liban est une cause qui vous a toujours beaucoup attiré, vous y êtes très attaché. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, alors qu'en plus la crise financière qui frappe ce pays semble être, disent les spécialistes, la plus grave depuis le 19e siècle? C'est un véritable désastre sur le plan national pour les Libanais, bien sûr. Cette explosion terrible qui s'est produite sur le port de Beyrouth, mais c'est aussi un symbole, c'est que le Liban est le petit morceau d'Europe, on peut dire presque, parce que l'importance des catholiques des chrétiens dans ce pays, qui est très largement musulman, il faut dire la vérité, est quelque chose de symbolique. Malheureusement, ce que nous pouvons faire, c'est peut-être qu'une aide matérielle. La France, je crois, y a apporté tous ses soins et tous ses apports, mais qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? La solidarité internationale jouera certainement en faveur du Liban, qui est une valeur internationale, disons. Et nous sommes affectés par la situation dans laquelle se trouve ce pays pour lequel nous avons une amitié particulière, il faut dire la vérité. D'ailleurs, la communauté libanaise en France est déjà très importante et il semble que les jeunes Libanais n'ont plus qu'une idée maintenant, c'est de quitter le Liban en considérant que la situation est perdue. C'est vrai, c'est terrible. Nous connaissons beaucoup d'amis libanais, justement, mais on ne peut pas se désintéresser non plus de ceux qui sont restés dans le pays. Il semble toutefois que le président de la République s'accroche à l'idée de cette réunion de fonds internationaux en faveur du Liban. Il semble qu'il soit nécessaire en urgence de trouver 325 à 330 millions d'euros. L'écho jusqu'à présent est relativement moyen par rapport à tous les gouvernements qui sont sollicités, mais enfin, il essaye et il continue. Mais je trouve que c'est un geste de bonne volonté que j'approuve de tout mon cœur, mais je crains malheureusement que ce genre d'initiative ne soit désormais à reproduire sans cesse compte tenu de l'augmentation de la population dans le monde et des problèmes que cela va provoquer, semble-t-il, d'une façon assez imprévue par les hommes politiques. Il y a déjà 1 million au moins de réfugiés syriens qui se sont installés au Liban et qui aggravent ainsi tous les dysfonctionnements de la société libanaise. C'est sûr. Alors, évidemment, c'est une véritable bombe à retardement qui se trouve dans cette région du monde, qui est une région centrale, il faut dire, et nous avons les plus vives inquiétudes relativement au débouché de ces situations. Alors nous parlons du président de la République. Vous avez vu qu'il intervient maintenant sur les réseaux sociaux tournés vers les parties les plus jeunes de la population et qu'il s'habille comme il s'habillait quand il avait 20 ans, avec un t-shirt, puis le lendemain avec un polo au col relevé, ce qui était la mode quand il avait 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette tenue du président de la République? Ne comptez pas sur moi pour approuver ce genre de démagogie juvéniliste. Parce que je pense que le président de la République est une figure hiératique. Et que, j'ai dit l'autre jour, je pensais qu'il devait s'exprimer de façon brève et marquante sur des sujets capitaux et non pas être en permanence sur les médias et en particulier en essayant de se rapprocher le plus possible des jeunes gens et des jeunes filles de son pays alors qu'il en est le chef. Bon, c'est une dérive, me semble-t-il, assez banale de notre temps. Certains parlent de campagne électorale permanente et qu'il a déjà lancé son action en vue de la présidentielle de l'année prochaine. Oui, je ne suis pas sûr que cette technique et ce vêtement soient de nature à lui rallier dans l'ensemble la plus grande majorité des Français. Les événements qui vont se produire sont des événements graves qui exigeront de la part des dirigeants une attitude et un comportement, me semble-t-il, assez différent de celui du président Macron. Toujours pour lui, pour le président Macron, certains observateurs se demandent si
une certaine agressivité, que ce soit le président de la République ou le gouvernement, sur la partie de la population qui résiste à la vaccination ou qui résiste aux contraintes qui vont être imposées avec le pass sanitaire, à la grande majorité des gens qui sont sensibles au discours officiel et qui se font vacciner, qui de toute façon sont majoritaires. Vous sentez ce désir de fracturer la population entre les uns et les autres? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté politique derrière cette fracture qui est un fait, mais qui n'est pas, me semble-t-il, il ne faut pas tout de même charger la mule, si j'ose dire. Et je sais que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, mais en l'occurrence, je ne crois pas. Je crois qu'il y a suffisamment de griefs à articuler contre les choix politiques du président Macron sans utiliser tous les moyens possibles et toutes les situations conflictuelles qui existent et les lui mettre à charge. Alors, un des effets induits des mesures gouvernementales pour soutenir l'activité économique au moment où il y a eu en particulier les confinements, c'est-à-dire le travail partiel rémunéré ou les gens travaillant à la maison et ainsi de suite, est donné lieu à une extension de la fraude sociale et que beaucoup de sociétés ont essayé de tirer parti de cette situation en fraudant tout simplement le dispositif tel qu'il était envisagé. Est-ce que c'est aussi, en dehors de l'effet d'aubaine lui-même, un révélateur de l'état de la morale publique en général? On a l'impression que la délinquance devient quelque chose de beaucoup plus ordinaire que par le passé, y compris dans ce domaine financier. Je crois qu'il y a un affaissement de la société française et plus généralement peut-être de la société occidentale, affaissement général qui tient au relâchement de tous les liens sociaux qui reliaient entre eux les personnes, soit syndicaux, militaires, religieux, moraux, bref, il n'y a plus de lien entre les Français. Ils sont atomisés, ils sont des personnalités dispersées et à mon avis susceptibles d'obéir à un grand mouvement sentimental ou affectif qui se produirait, qui serait créé par l'événement. Je crois d'ailleurs que c'est beaucoup plus les événements que les personnalités qui dessinent, les destins personnels. Alors vous avez un peu suivi les Jeux Olympiques, évidemment, depuis quelques jours, depuis l'ouverture. On rappelle souvent que vous avez joué un rôle dans le comité français Pierre de Coubertin à une certaine époque et que vous êtes engagé pour le sport, et notamment le sport amateur, ce qui était la règle du jeu des Jeux Olympiques. Grande victoire que vous avez saluée sous forme d'un tweet. On a battu les Japonais chez eux au judo. Ah oui, ceci me paraît extrêmement symbolique et significatif. Parce que les Japonais sont des gens de tradition et certainement le fait que l'équipe de France, qui n'est pas celle qu'ils détestent le plus sans doute, mais l'équipe de France de judo gagne la médaille d'or à Tokyo, cela me paraît extraordinairement symbolique et n'a pas échappé certainement à l'opinion nippone non plus. Je pense qu'à l'opinion française qui peut se joindre à moi pour féliciter notre équipe nationale dans ce domaine. Elle n'est pas la seule, il est vrai, et moi je suis suivi attentivement chaque fois que je le peux, que j'ai un peu de loisir, les événements qui se passent à Tokyo, et je suis sensible bien sûr à ce grand rassemblement des jeunesses et ce grand affrontement aussi qui se produit tous les 4 ans et qui se produira dans 3 ans bientôt, et dont j'espère que la France va apparaître sous un visage qui me paraît assez sympathique, assez dynamique, et tout de même assez représentatif de la qualité du sport dans notre pays. Il faudra peut-être que Madame Hidalgo en profite pour faire un peu de ménage dans les rues de Paris, de manière à ce qu'au moins ce soit propre, un petit peu moins enlaidi peut-être aussi, parce que ça va bien dans le mauvais sens. J'espère avoir la possibilité, ce qu'à Dieu plaise, d'assister à Paris à ces Jeux Olympiques. Et j'espère qu'à ce moment-là, tout sera fait pour que la capitale se présente comme ce qu'elle est, l'une des plus belles villes du monde. La ville lumière.
ville lumière. Éclairée par la flamme olympique. Ce fut la ville lumière. Mais nous gardons en tous les cas la plus belle avenue du monde, ça on ne peut pas nous l'enlever. Pour le reste, il faudrait tout de même un petit peu améliorer l'environnement. Alors 2 livres cette semaine, l'un que vous n'avez pas encore lu, on va en parler, et puis celui-ci, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, c'est l'œuvre de Jean-Paul Charric de Olmeta, que nous appelons nous le marquis, n'est-ce pas? Théâtre, mes amours, souvenirs impertinents, et c'est à Via Romana. Ah, il faut dire que une particulière sympathie pour le livre de Jean-Paul Charric de Olmeta, marquis d'Olmeta, qui a publié de nombreux livres, mais celui-là me paraît particulièrement plaisant et agréable, et vous apprendra sans doute quelque chose, comme il me l'a appris, et c'est ce qu'est le brigadier. Au théâtre, le brigadier, c'est un instrument qui sert à frapper... Les 3 coups? Les 3 coups. Les 3 coups qui d'après Olmeta, et il a raison, me semble-t-il, sont plus importants que matériellement, qu'une action matérielle. C'est une ouverture de la poésie, un signal de connivence future entre le public et les acteurs de la pièce de théâtre. Et c'est, me semble-t-il, ce nom de brigadier me paraît particulièrement bien choisi pour diriger avec autorité le sentiment du public vers ses acteurs. Et puis alors, vous n'avez pas été le seul à écrire vos mémoires, il y a aussi d'autres personnes qui ont décidé de prendre ce chemin. La journaliste Catherine Ney, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, publié le tome 1 de ses mémoires. Le tome 2 sortira à la fin du mois de novembre ou au début du mois d'octobre. Bon, je crois que vous connaissez Catherine Ney avec le temps, vous vous êtes croisés. Grande admiration pour Catherine Ney, qui est une grande journaliste, et je pense que ses livres vont être de ceux qui vont me servir à me distraire pendant les vacances, pendant le mois d'août qui est déjà commencé et qui va me laisser en effet la possibilité de me délecter de cette littérature. Vous allez voir, c'est un livre avec beaucoup d'humour et quelques vacheries dont elle a le secret. Généralement, ça a fait toutes les décennies de succès qu'elle a connues dans son activité professionnelle. Je lui fais confiance et elle peut déjà s'attendre à toute mon indulgence. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.